Vous avez eu la chance de pouvoir voler sur Concorde? Oui, j'ai fait un vol d'essai en particulier qui reste un souvenir extraordinaire puisqu'on a fait le tour de la Méditerranée. Et ce dont je me souviens, il y a notamment deux choses. Première chose, c'est que le passage du supersonique, on ne sent rien. C'est extrêmement confortable. Et ensuite, il y a la couleur du ciel. La couleur du ciel, quand on vole à ces altitudes-là, c'est au lieu d'être le bleu qu'on voit aujourd'hui, enfin pas tout à fait aujourd'hui, mais qu'on voit à altitude classique, c'est un bleu assez léger. Là, c'est un bleu outre-mer foncé qui est assez spectaculaire. Voilà. Donc oui, j'ai volé et ça reste un souvenir magnifique. Maintenant, j'entends à la télé, comme vous, que le monde il a été calibré avec le Mach 1 à peu près, le 800-900 km/h que font les avions. Nous, on faisait à l'époque 2200. C'était un autre monde, plus étroit. Concorde, c'était un avion supersonique qui sortait non seulement de l'ordinaire, parce qu'il n'en existait pas des avions supersoniques en vol commercial. Il y avait des expériences avec des avions d'assaut en vol supersonique, mais on ne pouvait pas mettre nos clients, les faire monter avec une blouse anti-jet, avec un casque, avec l'oxygène, avec un siège éjectable, etc. C'était un salon quand on montait en Concorde, un salon. Vous asseyez, vous pourriez vous lever un petit peu. Bon, c'était quelque chose, une merveille de ce côté-là. Seulement, ça n'existait pas. Donc, on l'a créé. C'est une chose importante. Elle nous a fait faire un pas de géant dans les systèmes, dans tout ce qu'on a pu développer avec les fournisseurs. Tout ça, ça nous a fait faire de gros progrès sur le plan des matériaux aussi. Il y a eu l'introduction de nouveaux matériaux comme le titane, tout ça. Ce sont des choses qui ont permis de faire un pas de géant dans le progrès dans le domaine aéronautique. On a inventé tout, à peu près, parce que je crois pouvoir dire qu'avant nous, avant cette période de Concorde, les avions étaient un peu fabriqués parce qu'on rêvait la nuit ou qu'on pensait être la bonne solution. Et on l'étudiait le lendemain matin sur l'avion. Tandis que nous avons fait un peu de science, nous avons fait des mesures. Moi, j'ai beaucoup fait de mesures dans ma carrière. Et donc, c'était plus scientifique. Nous avons été confrontés aux problèmes que pose l'Europe maintenant. C'est-à-dire que maintenant, et puis à l'époque aussi, nous ne nous comprenions pas bien. D'abord parce qu'il y avait la langue, mais en plus, il y a une façon de travailler. Les Anglais, c'était je dis les Anglais comme ça, entre guillemets, c'était des personnes qui avaient une expérience en aviation. Et donc, ce n'étaient pas des débutants. Ils étaient un petit peu nos références. Mais avec le Concorde, on a fait autre chose. C'est-à-dire qu'on a fait, comme je disais tout à l'heure, de la science, entre guillemets, de la mesure, et eux aussi, avec nous. À l'époque, on vous l'a sans doute dit, chaque pays faisait son avion et ses mesures. Il y avait des passerelles, mais chacun des partenaires à l'époque était dans son camp, restait dans son camp. Il fallait bien débuter cette Europe, et nous l'avons connue, nous. Les conditions de travail étaient extraordinairement bonnes du point de vue humain et pas du tout bonnes du point de vue, mettons, physique. On avait des jolies fenêtres qui ne se fermaient pas comme il faut. On n'avait pas des conditions, parlons pas de moquette, hein. Les conditions de travail, il n'y avait pas de planche à dessin, il n'y avait pas de place.
Donc j'avais demandé à l'atelier maquette de soufflerie, ils m'ont fait un grand planche en contreplaqué que je pouvais mettre sur mon bureau pour avoir une planche à dessin. Et là-dessus, j'ai dessiné l'arrière, là. On bossait même le samedi, le dimanche. Et il m'arrivait de commencer à 8 h du matin, de finir à minuit le soir. Et puis on ne comptait pas parce qu'on était vraiment pris. C'était un programme qui nous a vraiment passionnés à tous. Et bon, c'est tout. C'était comme ça, c'était le Concorde, quoi. Ce qui m'a marqué, c'est bon, l'ambiance qu'il y avait. Vraiment, c'était une entreprise qui était bien plus petite que maintenant et c'était presque familial. Hein, on n'était pas très nombreux et bon, on pouvait nous demander n'importe quoi. Le chef nous disait vous rentrez à 7 h au lieu de 8 h, on arrivait. On sortait à 7 h, on revenait le samedi. Des fois, il y avait du boulot, on revenait le dimanche. Et il nous amenait au restaurant manger à Blagnac. Pour pas qu'on perde de temps ni rien du tout, c'était super. Moi, j'ai connu toujours la hiérarchie, c'était pas des copains, mais c'était des gens qui étaient sur le même bateau que nous, hein. Je crois qu'il n'y avait pas de hiérarchie véritablement. Il y avait une équipe. Une équipe, elle était formée, comme au rugby, là, je ne sais pas, vous ne faites pas de rugby. Les gros, les petits, les vieux, les jeunes, etc., quoi. Ça n'a pas été un problème, ça. J'espère qu'il en est toujours ainsi. On avait la chance, moi pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir des hiérarchies qui nous défendent toujours. Ils nous demandaient beaucoup, hein. Ils nous demandaient de tenir, de s'accrocher, ils nous motivaient. Moi, je me souviens d'une anecdote, c'est que quand l'avion devait sortir, il devait sortir à telle date, et puis il n'était pas question que ça retarde d'un jour. Il a fallu travailler, comme je vous ai dit, jour et nuit, le samedi, le dimanche. Mais à la fin, quand on avait fini, quand on avait tenu, le patron est arrivé, il a dit « Bon, les gars, c'est bien, voilà, je vous donne une semaine de congé à chacun en plus de vos congés, voilà, je vous paye une semaine de congé de plus. » Donc on avait de très très bons rapports. Ils pouvaient compter sur nous, nous on pouvait compter sur eux, ça c'est sûr. L'ingénieur en chef, il chapeautait un peu tout le monde. Il y avait les ingénieurs et tout ça. Mais quand il y avait un problème, par exemple, à l'atelier, il y avait quelque chose qui n'allait pas et tout ça, eh bien, il descendait à l'atelier avec les compagnons, il regardait, il essayait de voir qu'est-ce qu'il n'y allait pas. C'était l'ingénieur en chef autant que le directeur technique, autant... Ils étaient impliqués et ils savaient faire un avion. Monsieur Cervanti, il a pris la décision, il a changé, il a adopté la nouvelle voilure. Bon, alors, je n'étais pas mécontent, parce que quand le Concorde passait, c'était ma voilure dessus. Mais moi, j'ai dit, quelle responsabilité! Il était un homme technique, et le reste ne s'intéressait pas. Très bonne comme chef. Moi, je le connaissais qu'à peine, mais... parce qu'à l'époque aussi, n'ayons pas les réunions, on n'avait pas les réunions. On travaillait quand le chef il voudrait. On était appelés. Et l'avion revient. Ah, je me souviens, je ferme les yeux, je me souviens qu'il revenait. Et on avait dans les roues, on avait des ventilateurs. Parce que l'énergie était tellement élevée quand on freine que si on le chauffe, si on ne le refroidit pas, la chaleur peut partir dans les pneus et badaboum. Donc, et donc, c'est une caractéristique sur le Concorde, quand on l'entendait entrer, on entendait ce bruit de ventilateur, il arrive et s'arrête. On a mis l'échelle, parce que bon, c'était à Saint-Martin. La porte s'ouvre, et voilà Henri Perrier, qui était
Monsieur Concorde, en quelque sorte, au point de vue de la mise en œuvre, un type vraiment un des barons de l'aéronautique française. Il ouvre la porte et il avait un grand sourire. Alors, on peut imaginer qu'est-ce que c'était. Et effectivement, ça marchait. Ça marchait en vol. Le premier vol, ça vous a fait quoi alors? Ah, le premier vol, c'était comme... Bon, vous étiez pas né, mais tous les Blagnaquais s'en souviennent. On a attendu plus de 8 jours parce que le temps n'était pas favorable ni rien du tout. Et là, je me souviens, c'était un dimanche quand enfin il a décollé. Et j'étais au stade d'Airbus, là, à Otoac. Il y avait un match de rugby et l'arbitre, il a arrêté le match. Et tout le monde s'est mis à voir Concorde passer dans le ciel. Et c'était vraiment fabuleux pour nous. Hein. Toujours au nom de la même équipe, hein, j'ai fait partie de l'équipe des petites mains qui étaient nécessaires à l'organisation du premier vol. Donc j'allais à l'hôtel en voiture chercher des gens que j'amenais. Alors ça, pendant 3 jours, parce qu'on a commencé par fixer le premier vol un jeudi, puis ça toujours du brouillard, vendredi, enfin, il n'a volé que le dimanche. Et je sais que ma belle-mère a assez rouspété, parce qu'elle attendait le tiercé à la télé, et à la place du tiercé, elle a vu voler le Concorde. Ils m'ont coupé le tiercé. L'équipage est venu sur une estrade raconter son aventure. Et puis après, il y a eu le champagne et tout. J'en ai un bon souvenir, puisque j'ai récupéré une bouteille de champagne vide, et sur le conseil d'un de mes amis, il m'a dit, tiens, fais-la dédicacer. Je vais voir l'équipage, et j'ai eu la dédicace de l'équipage, et j'ai eu également la chance d'avoir la dédicace de Didier Dora, qui fait le patron technique de l'aéropostale, et qui malheureusement est mort à la fin de l'année, en 69. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire un vol sur le Concorde. J'étais avec des très grands chefs dans l'avion ce jour-là. C'était une récompense parce que je pense que j'avais été reconnu dans le travail que j'avais fait. Alors, avec mes moyens, et je n'étais pas un dieu, mais avec mes moyens et avec le sérieux avec lequel j'avais fait, j'avais été remarqué. Et c'était suffisant pour que quand on fasse une liste pour dire qui c'est qui veut monter sur, qui c'est qui veut aller faire un vol sur le Concorde, ben, on est venu me chercher et j'ai dit ben, oui, ça m'intéresse. Voilà. Alors, c'est une récompense. Du moment où on lance un programme qui n'a jamais existé auparavant, parce qu'à l'heure actuelle, bon, vous regardez les Airbus, Dieu sait qu'il y en a des Airbus et des versions d'avions, des types d'avions, mais quand vous prenez un Concorde, il y en a eu un et un seul, et il n'y en a pas d'autre, et il n'y en aura pas d'autre, et tout le monde le savait qu'il n'y en aurait pas d'autre immédiatement. Donc les personnes étaient impliquées dans un programme qui était seul et unique, et on savait que c'était pour des décennies, la preuve. Concorde, c'est 10 ans de ma vie professionnelle. Donc ça m'a formé pour tout ce qui est technique et moyen d'essai en vol, technique d'exploitation et tout ça. Donc ça m'a fait progresser, et puis ça m'a permis ensuite d'enchaîner sur le reste, quoi. Nous étions une famille, nous étions au travail, et quand l'avion volait, c'était l'avion qui gouvernait. Il n'y avait pas comme maintenant peut-être de RTT, des trucs comme ça. Nous, notre bébé, c'était l'avion. Et quand il volait, on volait avec. J'ai fait des modifications d'un petit arrondi, comme si je regardais le long la ligne de chemin de fer. De sorte que je savais que si je traçais une ligne qui filait, que ce serait parfaitement bon pour la construction.
À partir de ça, on fait les maquettes en soufflerie. On soufflait dans les Alpes. On avait le Bodetak 17, on avait le Bodetak 18. Le 17 arrondi, le 18 un peu plus. Et surtout, il ne fallait pas toucher sur la partie principale de la voilure qui était en fabrication. Sinon, peut-être c'était la fin du projet. Alors, le 17 n'a pas marché. Le 18, en soufflerie, oui. Et il y avait tous les grands chefs. Les chefs de programme, les ingénieurs en chef, des deux côtés de la Manche. Il y avait M. Cormery qui était là, très bon, très bon. Il était directeur d'études, adjoint à M. Cervanti. Et il avait une façon extraordinaire de faire la synthèse de tout ce qu'on faisait. Mais c'était un homme assez sec. Il a demandé, alors je veux voir les résultats. Alors moi je venais de taper le train. J'aime pas que les gens ils me parlent comme ça. Alors je lui ai présenté les résultats de celui qui n'a pas marché. Tous les gens, parce que lui il était aérodynamicien. Le chef anglais, M. Wilde, il était aérodynamicien, il regardait ça. Et puis j'ai passé le 18 qui a marché. Et M. Cormery, un homme extrêmement, pas sévère, mais c'est pas un type qui se manifestait beaucoup. Il se levait et il dansait de joie. Vous êtes toujours en contact avec votre ancienne équipe? Avec certains, oui, bien sûr. Il y en a qui ont disparu de la circulation pour diverses raisons, mais d'autres, oui, bien entendu. Et c'est des gens avec qui, pourtant, je n'ai pas travaillé. Il y en a certains avec qui j'ai arrêté de travailler en 79, 80. Donc, vous voyez, 30 ans après, on peut continuer à avoir des contacts avec des gens avec qui on s'est bien entendu, quoi. Quelle est la place du Concorde dans l'histoire de l'aéronautique? La place du Concorde, si on n'avait pas fait Concorde, il n'y aurait pas eu d'aéronautique à Toulouse. Hein. Ça, je suis persuadé de ça. C'est-à-dire que le Concorde a permis, comme les équipes de rugby ou de foot, hein, de se roder, de rassembler des gens, des personnes à qui on a mis peut-être 10 ans pour travailler ensemble, mais qui sont devenus une force et qui ont permis de continuer. Concorde, c'était quelque chose d'extraordinaire et surtout il a permis de faire Airbus. Alors, je m'explique. Airbus, quand on était capable de faire un Concorde, on peut faire un Airbus. Mais avec tous les acquis qu'ils avaient, c'est-à-dire ils avaient mis des commandes de vol électriques qui doublaient les commandes de vol normales qu'on mettait avec l'hydraulique. Il y avait tout ce qui était de l'électronique qu'ils avaient sur Concorde, toute cette équipe, quand ils ont basculé sur Airbus, ils ont permis de faire l'Airbus rapidement. La deuxième chose, c'est que ça a eu un impact absolument énorme, extraordinaire, sur, je dirais, l'aéronautique française et l'aéronautique britannique, et plus largement l'aéronautique européenne. En fait, il ne faut quand même pas perdre de vue qu'avec Concorde, on a formé toutes les générations d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers qui, plus tard, ont pu réaliser Airbus. Ça passe souvent, enfin, cette affaire-là, ça passe un petit peu en deçà du reste, de l'aspect exceptionnel de l'avion, mais je pense qu'il est extrêmement important de noter ça. C'est la quasi-totalité des gens qui ensuite ont fait Airbus étaient des gens qui avaient été formés sur Concorde, qui avaient usé leur culotte, si je puis dire, sur les histoires de matériaux, sur les histoires de systèmes, sur le maintien en vol, etc. Non, ça a été considérable.
Ce qui nous a gouvernés, nous, c'est la passion de notre travail. Hein. C'est pas du tout. Nous ne sommes pas allés à l'usine avec le pied dans les fesses, hein, pas du tout. On y allait, on y passait jour et nuit, parce que ça nous plaisait, parce qu'on était motivés, parce que c'était notre passion. Concorde d'abord était en mythe, d'abord, même déjà au début, ça commençait. Et franchement, lorsqu'on y a mis le petit doigt dedans, ça y est, ça vous prend le bras entier. À l'époque, les gens étaient, tout le monde était très fier. Bon, évidemment, c'était le Concorde, mais ils étaient tellement fiers de la qualité de leur travail. Et les gens, ils pensaient pas carrière. Bon, la carrière, c'est un avion, c'est une boîte nationalisée, peut-être les gens vont monter un peu, etc. Mais on pensait projet. On faisait tous pour le projet. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde peut trouver son Concorde? Oh, je pense que oui. Oui, oui. Moi, comme lui. Ben oui, je ne sais pas quelles sont vos compétences et vos désirs, mais vous devez pouvoir trouver quelque chose en accord avec vos capacités, c'est sûr. Hein.